à tous, bienvenue dans ce premier numéro d'une émission qui s'appelle Dispute, organisée par l'Université Paris Diderot, la Fondation Jean Jaurès, le site slate.fr et le Panorama des idées, dont nous avons sur le plateau 4 représentants que je vais vous présenter dans quelques secondes. Dispute donc se propose de faire un diagnostic un peu du débat d'idées qui éclaire notre actualité à travers des essais divers, très divers, issus de la sociologie, de la philosophie morale, de la philosophie politique, de l'économie, comme on aura aujourd'hui. Pourquoi Dispute ? Évidemment, parce que par définition, le débat d'idées, le débat public génère de la dispute. Chacun en est le témoin et l'acteur tous les jours dans sa vie. Le problème, évidemment, c'est que les disputes, souvent, sont un peu stériles, dans la mesure où elles sont souvent un petit peu centrées sur de l'invective, l'absence d'écoute de l'autre. Et voilà, donc l'idée de cette émission-là est de valider l'idée de la dispute, mais en essayant de la porter vers plutôt le dialogue, l'écoute, la controverse, nourrie par des arguments, par des réflexions, par des idées, par des affects. Évidemment, tout ça nourrit la dispute. Je vous présente nos 4 intervenants qui vont participer à ce jeu, qui est donc une émission qui est censée être mensuelle, donc on se retrouvera dans d'autres numéros. Autour de cette table, qui n'en est pas une, en tout cas divisée en deux, nous avons Catherine Cocchio, qui est professeure de littérature comparée à l'Université Paris Diderot, qui nous reçoit donc de sa manière, parce qu'elle est un peu sur cette terre. Vous êtes par ailleurs présidente de l'Association internationale de recherche sur les crimes contre l'humanité et les génocides, qui est un sujet que vous connaissez parfaitement bien. En face de vous, Jean-Laurent Casselli, qui est journaliste à slate.fr et en charge, entre autres, du débat d'idées. Vous suivez l'actualité des essais régulièrement. À ma gauche, Laurent Bouvet, politologue, professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous pilotez la revue Esprit critique avec la Fondation Jean Jaurès en partie. Et puis, vous êtes évidemment auteur de plusieurs essais. Je peux citer notamment votre dernier en date, L'insécurité culturelle, et Le sens du peuple, qui était paru il y a 3-4 ans, il me semble. Et enfin, Emmanuel Lemieux, Panorama des idées, donc, que j'ai rapporté, éditeur, sous son propre nom, Lemieux, on n'est jamais servi que par soi-même, et qui également est un observateur attentif de l'actualité des essais. Alors aujourd'hui, on a choisi 3 livres qui sont sortis ces dernières semaines, qui sont évidemment très différents les uns des autres, mais qui peut-être ont un point commun, qui est précisément d'essayer de comprendre, d'établir, de diagnostiquer, disons, les dysfonctionnements de notre système démocratique, en faisant un état des lieux assez, j'allais dire, assez inquiet et assez, disons, grave de la société française aujourd'hui. Le premier, donc Chantal Mouffe, qui est une politologue belge, qui sort L'illusion du consensus, qui est une réflexion un peu sur le système démocratique français, et notamment qui défend ce qu'elle appelle un modèle adversial de la politique, on va y revenir. Jean-Pierre Le Goff, politologue français, philosophe, qui sort Malaise dans la démocratie chez Stock, qui est pas un pamphlet, mais en tout cas une étude assez pessimiste sur ce qui traverse aujourd'hui la société française, notamment en rapport à son individualisme forcené qui pour lui est un des vices de notre époque. Et enfin Philippe Askenazy, économiste, tous rentiers pour une autre répartition des richesses chez Odile Jacob, qui est une réflexion assez stimulante sur les inégalités sociales et sur la manière finalement de repenser la question de la répartition des richesses dans la société française. Philippe Askenazy étant ce qu'on appelle un économiste atterré, c'est-à-dire fait partie de ces économistes aujourd'hui en France assez présents dans le débat public, qui contestent, disons, en grande partie les politiques publiques en économie depuis pas mal d'années. Peut-être d'ailleurs on pourrait commencer par ce livre-là, Tous rentiers, qui est donc, comme je disais, un essai quand même assez très pédagogique, très facile à lire, ce qui est un peu le problème souvent des livres en économie, qui souvent ont une matière un peu raide et souvent pas très agréable à lire pour un lecteur novice, disons. En tout cas, c'est un livre qui est très facile à lire pour quelqu'un qui n'aurait pas, disons, les concepts d'économie vraiment bien intégrés. C'est une réflexion très politique, mais qui est intéressante, qui repense notamment la question du modèle social-démocrate français aujourd'hui, en essayant justement de dépasser presque d'une certaine manière le constat que faisait Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle, et qui veut aller au-delà, en remettant en cause le principe de la rente, qui, selon lui, est un des vices absolus de la société française. Peut-être Laurent Bouvet, pour qu'on peut-être commence avec vous, est-ce que c'est un essai qui vous semble intéressant et dans quelle mesure il vous semble renouveler, disons, le débat public sur l'économie et le social aujourd'hui ? Oui, c'est un essai, comme vous l'avez dit, qui
qui fait quand même pour un essai d'économiste, Philippe Ashkenazi est un des meilleurs économistes français spécialisés en particulier dans l'économie du travail, un très très bon connaisseur des questions du travail, qui est un essai très pédagogique, c'est-à-dire qu'il arrive sans rien, disons, sans faire de compromis avec la qualité des sources académiques, des articles scientifiques d'économie qu'il cite en notes. Il arrive à présenter de manière accessible aux non-spécialistes, et on sait qu'en économie c'est devenu compliqué, et donc de manière accessible aux non-spécialistes, des questions qui sont des questions centrales aujourd'hui. Son postulat de départ, vous l'avez rappelé, c'est finalement que la question de la redistribution, qui a longtemps été le mantra de la social-démocratie. Il y avait un compromis entre le capital et le travail, et on redistribuait donc les revenus secondaires, comme on dit, les prestations sociales, etc., l'État-providence, qui permettaient d'égaliser les conditions sans avoir à toucher fondamentalement à la question de la propriété privée. C'était la différence entre la social-démocratie et, disons, le communisme, si on prend les références traditionnelles au XXe siècle. Et donc ce modèle, évidemment, est devenu, et Philippe Ashkenazi l'explique bien dans le début de son livre, totalement obsolète, c'est-à-dire que la social-démocratie, on le voit avec les gouvernements sociodémocrates, en particulier en Europe, depuis maintenant une vingtaine d'années, les gouvernements soit qui passent au pouvoir, soit qui gouvernent en coalition. On sait que c'est le cas en Allemagne aujourd'hui avec les conservateurs. Le programme social-démocrate économique sur la redistribution ne fonctionne plus et ne peut plus fonctionner systémiquement pour une raison, pour un certain nombre de raisons, je vais aller vite, mais pour une raison principale que Philippe Ashkenazi met au cœur de son livre, c'est ce qu'il appelle le propriétarisme, qui est une forme d'idéologie de la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on développe l'idée, on a développé dans les politiques publiques l'accession à la propriété de son logement pour les ménages, et en même temps le système capitaliste et l'économie de marché a développé des facilités, on va dire, pour les propriétaires du capital. Et aujourd'hui, et c'est aussi un des intérêts du livre d'Ashkenazi, c'est très présent, c'est pas juste une histoire économique, aujourd'hui évidemment sur tout ce qui est brevetabilité du vivant, et puis désormais ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la propriété des données. Quand vous tapez dans Google votre recherche, évidemment Google enregistre votre requête et l'intègre à sa base de données pour cibler des publicités, pour développer d'autres produits, etc. Bref, tout le monde aujourd'hui connaît bien ça. Donc il intègre tout ça en disant voilà, on est dans une société où l'idée de propriété est devenue clé. Et que cette idée de propriété, comme auparavant et pendant longtemps sur la rente foncière, la propriété foncière ou la propriété immobilière, rapportait une rente. Or, cette rente à partir de la propriété qui est devenue trop importante, disons qu'il y a une surprime à la rente, on pourrait dire, a, en comparaison, déstabilisé le travail, qui n'arrivent plus, les travailleurs qui n'ont que leur travail n'arrivent plus à accéder suffisamment justement à la rente, on pourrait dire. Et puis, bien évidemment aussi, donc on le disait tout à l'heure, la question de la redistribution. C'est-à-dire que la redistribution ne suffit plus à compenser les inégalités dans le travail par rapport à la propriété, par rapport au capital. Et par rapport à Piketty, à Thomas Piketty, Ashkenazi prend ses distances de manière très, très intéressante. Il dit, bon, toute la question sur l'égalité, le retour à l'égalité et les programmes politiques sociodémocrates aujourd'hui, de la gauche de gouvernement, on pourrait dire, qui s'appuient sur l'idée qu'on va mieux redistribuer, on va refaire le système fiscal, etc. La grande réforme fiscale qui n'a pas eu lieu, qu'avait proposé Thomas Piketty, on s'en souvient, notamment au candidat Hollande, et qui n'a pas été mise en place, comme chacun sait. Eh bien, tout cela, de toute façon, ne changera pas. Ce qu'il faut faire, et c'est la conclusion de son livre, alors il esquisse, c'est un livre court, mais c'est un livre programmatique quasiment. Voilà, qui esquisse des pistes. C'est d'abord donc revenir à la question de la répartition primaire des revenus, donc en amont
de la répartition une fois que la production a été faite, etc. Donc sur le salaire, sur le coût et la rémunération du travail, et puis casser la logique du propriétarisme par des dispositifs de politique publique qui permettent de favoriser effectivement les travailleurs, le fait qu'il n'y ait, qu'on remette, si vous voulez, pour simplifier, j'ai été long donc je vais arrêter là, qu'on remette la rente dans le travail. Ce qui au passage, et c'est un dernier point par rapport à l'actualité, va à l'encontre et à rebours de toutes ces idées dont on a l'impression qu'elles arrivent aujourd'hui comme des idées neuves, alors que ça fait très longtemps qu'elles sont dans le circuit, si on peut dire, les idées d'allocation universelle, de revenu minimal pour tous, etc., qui sont précisément de l'ancien monde, qui sont d'ailleurs soit d'origine libérale, soit d'origine utopique chez les écologistes, etc., depuis une quarantaine d'années. On voit que Philippe Ashkenazi dit, au contraire, c'est le travail et la manière dont le travail accède à la rente, c'est pour ça qu'il dit tous rentiers, qu'il faut réfléchir, c'est ça qu'il faut travailler, c'est là-dessus que la gauche, et c'est un beau programme sans doute pour la gauche, devrait travailler plutôt que simplement de la redistribution, essayer de voir combien on peut donner à chacun alors qu'il ne travaille pas. Il ne faut pas oublier le travail, c'est évidemment le mot principal d'Ashkenazi. Jean-Laurent, est-ce que ça vous intéressait aussi ? Oui, Laurent l'a dit, c'est tout part du travail dans le livre d'Ashkenazi. Pour bien comprendre cette histoire de rente, là, qui est un terme un peu technique, pourquoi il y a un problème avec ça, et pourquoi selon lui les rentes augmentent dans le capitalisme, c'est qu'en fait les travailleurs, les producteurs en fait, de plus en plus ont un travail qui s'est intensifié. C'est-à-dire c'est pas seulement que travaille plus, c'est que le travail est plus exigeant. Il y a des exemples qui sont très intéressants. Dans son bouquin, par exemple, un chef de rayon dans le commerce ou un ouvrier doit avoir des compétences qu'on dit maintenant relationnelles, faire de la compta, enfin toutes sortes de choses. Et ces métiers-là n'ont pas été requalifiés depuis 20-30 ans. Et ils n'ont pas non plus été augmentés. Et c'est pour ça que l'idée qu'il critique, lui, de la hausse de l'inflation scolaire, c'est-à-dire du fait que les gens sont trop diplômés pour avoir certaines tâches, pour lui, c'est une idée complètement fausse. C'est parce que les boulots, on va dire, de classe populaire, quoi, les boulots qu'on dit non qualifiés encore aujourd'hui, sont plus exigeants, que les gens sont plus qualifiés. Or, le monde du travail ne s'est pas mis à jour là-dessus. Et c'est pour ça que ces gens sont dans la comptabilité, dans la statistique, vus comme peu productifs. Donc c'est très intéressant parce qu'il nous rappelle que les économistes, on a l'impression qu'ils savent tout mesurer très très bien. Il nous explique dans son bouquin que la productivité, c'est un truc qu'on ne sait absolument pas mesurer. En fait, on ne comprend rien. Et qu'en regardant quelques détails, il en donne un autre qui est très intéressant, c'est qu'on cite souvent, c'est celui des vendeurs de voitures dans les concessions qui ne vendent plus des voitures mais qui vendent du crédit pour acheter les bagnoles. Bon, et ça ne rentre pas dans le bilan de leur annuel, quoi. À la fin de l'année, on ne dit pas bravo, tu as vendu tant de crédits et tout. Alors c'est ça qui fait la valeur des constructeurs automobiles. Bon, il y a plein d'exemples comme ça qui sont vraiment pertinents parce qu'on comprend effectivement pourquoi les gens ont l'impression de pas y arriver avec leur travail, quoi. Donc il y avait vraiment un problème dans le système de production qui vient avant toutes les questions de redistribution, d'impôts, d'allocations. Et c'est en ça que c'est vraiment un bouquin intéressant et surprenant parce qu'il nous rappelle que le travail est au centre de ce compromis social-démocrate. Est-ce que vous savez d'ailleurs, si je n'ai pas vu dans la presse récemment, s'il s'est prononcé contre la loi El Khomri ou pas, Ashkenazi? Il a écrit un texte là-dessus, vous ne savez pas? On peut imaginer qu'il soit dans un rapport un peu plus critique. Oui, sans doute, je ne sais pas, mais a priori, oui. Catherine, qu'est-ce que moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que c'est un livre que je trouve non idéologique. C'est-à-dire que c'est un livre de gauche, évidemment, qui ouvre des pistes pour la gauche, en effet, qui est programmatique sur la fin, mais qui, pour l'essentiel, se concentre sur ce qu'il appelle un décortiquage du système économique contemporain. Je trouve ça extrêmement précieux pour tous, parce qu'en effet, il y a une dimension pédagogique, c'est quand même assez compliqué. Pour une formation littéraire comme moi, évidemment, il faut quand même s'accrocher, mais c'est aussi très précieux, et ça a un effet extrêmement émancipateur pour n'importe quel lecteur, je crois. C'est-à-dire qu'on est vraiment initié à des fonctionnements précis, très concrets, et qui donnent des grilles d'explication, des instruments de compréhension vraiment utiles. Alors moi, je suis... c'est un effet presque décapsuleur, je dirais, comme si... Évidemment, c'est pas parce que les rentiers vont ensuite exploser comme des bulles de champagne, c'est pas ça, mais il y a quelque chose quand même de presque jubilatoire dans la manière dont comme il dit d'ailleurs, il dénaturalise
pour moi, c'est ça le plus précieux. Il y a un décentrement d'abord à l'égard de ce fameux 1%. À quoi on a répondu par les 99% d'Occupy. Et c'est ce décentrement que je trouve le plus précieux. Donc, c'est pas du tout du Piketty, c'est aussi une critique de Piketty. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Et puis, cette possibilité vraiment donc on a de regarder ce fameux système capitaliste comme quelque chose qui n'est pas naturel, comme c'est dit et redit et répété constamment. Donc démythification aussi, bien sûr, de toute cette dynamique. Emmanuel Mieux, vous n'êtes pas frappé par au-delà de ce livre-là, que je trouve assez symptomatique finalement d'un renouveau, en tout cas d'une vivacité de la pensée économique, alors qu'on l'a souvent dit dans les débats publics en France, l'économie était une discipline un petit peu figée, un petit peu dans le formol, où il n'y avait pas beaucoup d'idées qui en sortaient. Et on voit bien que là, depuis quelques années quand même, notamment en France, il y a quand même une génération un peu nouveau d'économistes qui ont l'air quand même extrêmement, j'allais dire, offensifs, et qui repensent pas mal l'organisation de l'économie. Les standards connus, oui. Bah, c'est peut-être, d'ailleurs, ce livre que je n'ai pas lu, je dois le dire avec honnêteté, mais à vous écouter m'intéresse beaucoup, mais quand on connaît un peu le travail de Philippe Askenazy, justement, j'ai le sentiment à vous écouter que lui aussi a changé. Enfin, c'est un livre assez neuf par rapport à toute sa bibliographie passée, qui nous avait habitués à une anthropologie, une sociologie du travail moderne. Là, effectivement, visiblement, il y a une réponse aussi à Piketty, donc ce qui prouve que aussi il y a une effervescence, enfin, retrouver de l'économie qui est autre chose que... Piketty, dont il est proche par ailleurs, parce qu'ils sont à la même école, etc. Économie de Paris. Très bien, mais au contraire... Mais c'est plutôt un décentrement, c'est pas d'ailleurs... Oui, complètement. Pas du tout, c'est pas une critique, il prolonge ce débat, il le creuse. Nécessaire et voilà. Mais après, la question qu'il peut se poser, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est de comprendre ce mystère comment finalement une production intellectuelle comme celle-ci, qui est plus qu'une expertise, enfin une réflexion, n'a quasiment pas d'effet sur le champ politique gouvernemental en tant que tel. On en parlait rapidement tout à l'heure. Piketty était soi-disant un peu l'inspirateur d'une politique, d'un programme de Hollande qui n'a pas été. Piketty est allé beaucoup plus loin. Il avait fait un modèle de simulation fiscale, je ne sais pas si les spectateurs s'en souviennent, en 2012, sur la réforme fiscale. Il avait fait un petit livre, et puis ils avaient monté Et Hollande s'était intéressé à etc. Ils avaient monté un modèle de simulation où on pouvait simuler les différents modèles fiscaux. Alors c'était simplifié, mais c'était intéressant. Et puis d'une manière beaucoup plus importante, il avait presque proposé une réforme fiscale clé en main, qui était l'intégration de la CSG, l'impôt sur le revenu, enfin une nouvelle redistribution. Donc il y avait cet élément dont la gauche de gouvernement, le candidat François Hollande à l'époque qui est devenu président, ne s'est pas saisi, finalement, pour tout un tas de raisons. Ça avait été relancé par Jean-Marc Ayrault, on s'en souvient, une fois qu'il n'était plus Premier ministre. Voilà. Alors, est-ce que dans le débat qui s'ouvre sur la présidentielle, la proposition d'Ashkenazi pourra, à gauche, justement, venir s'insérer entre ce qu'on pourrait appeler le modèle Piketty, c'est-à-dire le modèle de réforme fiscale, pour aller vite, pas que ça chez Piketty, mais enfin, principalement. Et puis de l'autre côté, la gauche de la gauche, où c'est plus de dépenses publiques, la dénonciation des accords internationaux, voire le protectionnisme, etc., où là, il y aurait quelque chose qui pourrait être plus intéressant. Bon, peut-être, on verra, ça peut être un des enjeux. En tout cas, ça ouvre des perspectives. Ok. Bon, écoutez, en tout cas... un décapsuleur, comme vous avez dit. En tout cas, c'est un livre que tout le monde conseille autour de cette table. Je le lirai, Tous rentiers, Philippe Askenazy, pour notre répartition des richesses et Odile Jacob. Un livre vraiment stimulant, encore une fois, et assez facile à lire. Jean-Pierre Le Goff, Malaise dans la démocratie. Ça, c'est paru chez Stock il y a quelques semaines. C'est une réflexion assez, comme je le disais en introduction du débat, assez pessimiste, assez noire, assez, disons, désabusée sur la société française. Alors Jean-Pierre Le Goff, pour rappeler rapidement qui il est, c'est un philosophe, sociologue aussi, qui travaille beaucoup sur l'héritage encombrant pour lui de mai 68, il en a même fait Impossible, c'est ça, il avait fait un livre qui s'appelait « Système d'héritage impossible ». Il a également publié « La France morcelée »,« La gauche à l'épreuve » et « La fin du village » qui était son essai précédent.
qui était une sorte d'ethnographie assez intéressante d'un village de Luberon et comment il s'était transformé comme ça sur plusieurs décennies. Et il en faisait une sorte de métaphore, de l'évolution de la société française des dernières années. Alors dans ce livre-là, il s'attaque plus, disons, à la question, disons, de l'individualisme français, du conformisme, de l'idéologie du progrès, tel qu'il l'appelle. La culture du narcissisme aussi, bon, des vieilles thématiques qu'on connaît depuis longtemps dans une part de la sociologie, disons, un peu considérée comme conservatrice. Je ne veux pas employer des mots trop tout de suite, qui font tout de suite peur, mais... Comme réactionnaire. Réactionnaire, je ne dirais pas ça, mais disons... C'est Tocqueville, donc c'est... Voilà. Jean-Laurent, qu'est-ce que ce livre vous a inspiré ? Alors, c'est vrai que ça m'a amusé de voir que la dernière note de bas de page du dernier chapitre, c'était l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut. Donc, je pense que ça suffira pour ceux qui ont un a priori négatif contre le Goff pour ne pas le lire. Ce serait dommage, parce que moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Effectivement, on parle beaucoup, dans son bouquin, de la critique de l'individualisme. Alors, c'est pas très nouveau. D'ailleurs, la phrase culte qui rappelle, c'est la publicité d'Ikea en 1988, la fameuse en 68 on refait le monde, en 88 on fait la cuisine. Quoi. Excellent. Voilà. Donc, le bon publicitaire, il était bon le mec. Voilà. Donc on est un peu dans cette période-là, je dirais la culture du narcissisme de Christopher Lasch, c'est 79 je crois. Ouais. Donc c'est une critique de l'individualisme, des excès de l'individualisme. Qui, avec ses tendances à atomiser la société, à affaiblir les liens traditionnels, les communautés. Bon, c'est pas forcément nouveau, mais c'est bien résumé, c'est bien développé, chapitre par chapitre. Donc l'éducation, le travail, la culture, la spiritualité. Donc on fait un petit peu un tour d'horizon de tout ce qui va mal dans la démocratie, dans la citoyenneté selon Le Goff. Pour arriver au final à cette critique de l'individu alors ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle quand même que dans tout ce courant effectivement plutôt conservateur de critique de l'individualisme libéral, il y a un portrait qui est fait de l'individu qui est quand même assez noir, qui est quand même assez, c'est-à-dire c'est pas un peu comme Philippe Muret, on a pu croire un moment que le festivisme c'était des gens très sympas sur leur roller et tout, il y a quand même quelque chose de très dépressif là-dedans. D'ailleurs il insiste beaucoup sur la recherche de spiritualité alternative, les médocs, les thérapies, etc. Enfin bon, tout ça crée quand même un type d'individu qui est mal, qui est pas bien, quoi, qui a besoin de se rassurer, qui a besoin de s'épanouir, mais en même temps d'être performant. Bon, alors, toutes les injonctions qui sont autour de cette idée. Donc voilà, c'est un passage en revue, on peut dire, des critiques de l'individualisme contemporain et qui se conclut par un appel à la politique, un retour aux politiques plus traditionnelles. À l'autorité, vous voulez dire, même disons un État fort. C'est quoi ces pistes c'est se réancrer dans l'histoire, peut-être du pays, de la société, retrouver. Il est très critique de l'éducation, évidemment, des nouvelles pédagogies, tout ça. Donc, retrouver un petit peu un sens historique. Après, bon, pourquoi pas, je pense qu'on ne reviendra pas sur cet individualisme-là que tout le monde partage, d'ailleurs, y compris ceux qui le critiquent, ils le rappellent, je veux dire, les gens, même dans ces courants-là, se comportent dans leur vie quotidienne comme des individualistes comme les autres, donc voilà, je ne sais pas si on pourra en faire quelque chose Il ressasse un peu sa propre anxiété quand même, un petit peu. Emmanuel ? Est-ce que c'est de l'anxiété? Je ne sais pas. Le Goff, pour moi, c'est pas le meilleur livre de loin qu'il ait pu faire. Autant j'ai adoré son enquête de 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, sur ce fameux village dans Luberon. D'abord parce qu'il y a une écriture. Il y a une écriture le goffienne, j'allais dire, qui est très spécifique et qui est très plaisante quand il écrit, quand il réalise une enquête de terrain. Là, c'est un livre qui reprend effectivement son travail qui remonte à très loin. Je pense aussi au management des incarnés, à l'héritage impossible de mai 68. Le Goff, c'est un sociologue discret qui travaille sur le fond extrêmement plastique de la culture au sens large dans les sociétés. On connaît un peu sa musique.
Hein, il a une écriture très proche de Marcel Gaucher, là, un côté un peu puzzle à 1000 pièces Il est qu'on proche de lui, emboîte d'ailleurs, dans une phrase. idéologiquement. Voilà. Cela dit, autant pour moi, c'est un bon... j'allais dire, c'est un styliste en fait. C'est quelqu'un qui peut très bien raconter notre histoire, notre société. Autant je suis beaucoup moins convaincu sur les solutions. D'ailleurs, il n'y en a pas. Hein. Je ne pense pas qu'il en propose. Ouais. Il fait partie de ce qu'on appelle un peu des anti-modernes, comme on les a un peu qualifiés. Oui, on les appelle comme ça, mais je trouve... ou les anti-postmodernes. Les anti-postmodernes, C'est ouais. compliqué parce qu'il est dans la modernité. Mais ce qui est franchement intéressant avec Jean-Pierre Le Goff, c'est quand même il a une curiosité. Il a une façon d'accrocher le détail, et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un styliste qui signifie beaucoup de choses, ne se contente pas de faire des coupures de presse pour ficeler ses chapitres. Il donne des choses. Bon, cela dit, le livre, je le trouve un peu décevant. Là, il y a un côté vignette Panini, là, l'éducation. D'ailleurs, son chapitre sur l'éducation est vraiment pas bon. Il est toujours fort. Cela dit, moi, il me convainc toujours. Il me touche quand il parle de l'individu moderne, errant, qui ne sent pas bien. Tout ça est formidable. Mais comment ? Vous y retrouvez Je m'en retrouve un peu. Errant mal, là c'est bien vous. Là, ça vous voyez. Laurent Bouvet. Oui, ça vous intéresse, ça, je pense, quand même. Non, mais bien sûr. Jean-Pierre Le Goff, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai des accointances, des affinités. Sur une vision, hélas, pessimiste de la société. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas. Il faut être péguiste, hein, il faut voir ce qu'on voit, dire ce qu'on voit et voir ce qu'on voit. Comme disait, bon. Donc toutes les thématiques de Le Goff, c'est un livre un peu de synthèse de sa pensée présentée à des gens qui n'auraient peut-être pas lu ses livres précédents. Je crois que, alors je ne sais pas s'il l'a fait, il faudrait lui demander dans cette optique-là, mais c'est un peu ça. On retrouve les questions sur la génération, la jeunesse, le mai 68, on retrouve le festivisme, on retrouve les questions éducatives, tous les thèmes de Le Goff. Alors ce qui est vraiment, donc c'est effectivement un livre entre guillemets, mais décevant par rapport aux livres sur mai 68, au village, à ces livres, parce que justement, il y a ce côté patchwork. Mais la question qu'il pose, c'est quand même une question profonde dans ce livre, au-delà même si on connaît déjà, c'est finalement, est-ce que c'est pas notre système politique, philosophique, la démocratie libérale, les droits individuels, l'individualisme qui en découle, l'économie de marché, le capitalisme, même un capitalisme régulé par l'État-providence et par l'État qui n'est pas juste la patrie, mais la matrie qui s'occupe de ses citoyens, etc. Est-ce que ce n'est pas tout ça, finalement, qui conduit à sa propre perte ? C'est-à-dire que le pessimisme ne vient pas du système et de l'aboutissement du système, qui est quand même la grande question, qui est la question inaugurale de Tocqueville, première partie du 19e siècle, mais qui est aussi finalement celle que se posent des gens comme Marcel Gauchet, celle que se pose quelqu'un comme Le Goff aujourd'hui, etc. Or, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, et là peut-être qui pourrait engager la réflexion, qui est un chemin que ne prend pas Jean-Pierre Le Goff, mais qui me semble quand même... c'est qu'il se passe aujourd'hui des choses nouvelles, c'est-à-dire que son système le malaise démocratique dont il parle, qui est une maladie générée par la démocratie elle-même quand elle n'a plus d'ennemis, quand elle a triomphé parce qu'elle a tellement bien, notre démocratie apaisée, représentative, a tellement bien fonctionné qu'elle a gagné, elle n'a plus d'ennemis aujourd'hui. Elle a gagné parce qu'elle n'a plus d'ennemis et elle est son propre ennemi, elle génère par l'individualisme démocratique sa propre perte d'une certaine manière, son malaise du moins. Eh bien, aujourd'hui, malgré tout, on revient quand même à une démocratie qui a des ennemis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des régimes politiques, des systèmes idéologiques. On peut parler de l'islamisme, évidemment, comme grand système idéologique aujourd'hui, alors issu d'une religion, c'est plus issu comme le nazisme de la race ou le communisme de la classe, mais c'est un système idéologique qui est antidémocratique et anti-individualiste. Et là, on peut le dire anti-moderne.
pour des raisons évidentes du point de vue philosophique. Donc là, et Jean-Pierre Le Goff en conviendrait, mais il n'aborde pas cette question. C'est-à-dire qu'il est dans l'intérieur de la critique et de la démocratie par elle-même, où on peut se lamenter sur l'évolution de l'école, on peut se lamenter sur l'évolution du festivisme, etc. Mais la question, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des grands défis idéologiques. On revient à une période d'affrontement, on revient à une période où il y a des choix à faire, etc. On le voit bien sur des questions entre la sécurité et la liberté, enfin on est tout le temps là-dedans maintenant. Ouais. Voilà, donc il est un peu en deçà de la main, parce qu'il continue sur un travail qui est son travail depuis des années, toujours intéressant, mais là aujourd'hui il y a quelque chose à aller chercher un peu plus loin. D'accord. Moi, c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé, c'est clair. parce que je trouve qu'il est typiquement un livre idéologique au contraire pour moi, et je pense que l'effet de se résumer par lui-même, de Le Goff par lui-même, fait qu'on a une espèce de caricature de sa pensée. Je pense qu'il est un ethnographe du Luberon meilleur qu'un penseur du contemporain, pour aller vite, quoi. Okay. Et j'ai trouvé que... Enfin, alors oui, en effet, quand il annonce qu'il va critiquer la mentalité, comme il dit, angélique, pacifique, il parle des attentats, de notre réaction extrêmement émotionnelle, le deuil, et il dit, voilà, oui, en effet, il y a des ennemis. Alors on a l'impression que ça part bien et qu'il va penser véritablement les vrais problèmes d'aujourd'hui. Il s'attaque à un déni de réalité, comme il le dit, et ça, c'est vraiment un problème énorme, en effet, à différents niveaux. Mais sa manière de faire de la sociologie, qui, à mon avis, n'en est plus, justement, c'est plus du tout de la sociologie, je pense, c'est de repérer ce qu'il appelle des évolutions problématiques de la société française. C'est une espèce d'incantation, d'ailleurs, ce mot évolution problématique, qui, au fond, pour des raisons qui n'expliquent pas véritablement, c'est, à mon avis, aussi une manière problématique de réfléchir. Et donc, à quoi il faudrait apporter des solutions, parce que c'est quand même un livre qui propose des solutions à la fin, c'est-à-dire une réappropriation d'un patrimoine culturel, d'une culture humaniste, enfin d'un sentiment de distinction de la France et de l'Europe à l'égard du monde. C'est quand même une conclusion pour moi profondément réactionnaire. Quand même, ce propos, il est très très caricatural, je trouve. Et puis ce qui m'a gêné beaucoup, c'est qu'il remonte de manière au fond causaliste, bien qu'il s'en défende, à ce qui s'est passé avec mai 68 dans les années 60-70, qui est sa grande obsession, puisqu'il a été lui-même à 68A, qu'il a été maoïste, et qui, j'ai l'impression, qu'il règle infiniment ses comptes avec ses copains, bien sûr, ses ex-copains, et avec son ex lui-même. Individualiste, pour lui, c'est l'après 68, justement. C'est ça le grand tournant de la modernité qui devient une postmodernité. Alors, il dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, bien sûr, qui se passe, mais il dit, voilà, je vais dans un autre livre analyser le processus historique global qui a conduit des années 60-70 à ce qui se passe aujourd'hui, mais il n'y a pas l'ombre de l'analyse d'un processus historique global pour l'instant, en tout cas, dans ses articles, que j'ai regardé un petit peu par ailleurs. Moi, je trouve que ça tient pas la route du tout. Et dans sa méthode sociologique, c'est l'immersion, dit-il, une immersion qui va de pair avec le dialogue et la confrontation. Et on a l'impression que tout est déjà en fait programmé pour une confrontation déjà formulée, parce qu'elle vient entièrement de tous ces griefs envers ce qu'il appelle la gauche, la gauche culturelle. Et donc, alors par rapport à ça, il dit qu'il faut un recul critique et réflexif, comme moi j'en ai par rapport à mon engagement passé, mais j'ai l'impression que ce recul critique et réflexif n'est qu'un recul dans le temps, véritablement. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment pour moi un livre réactionnaire, parce qu'il n'a pas en fait du tout d'autres paradigmes, d'autres modèles. Pour le coup, il n'y a pas d'ouverture de piste. Et puis ce qui m'a gêné aussi, c'est cette manière il faut avoir une écoute flottante, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose de précis, de concret, des analyses alors, il écoute des discours, par exemple, lorsqu'il regarde le sommet de juillet 2015 sur le devenir de la planète, il se moque évidemment de toutes les religiosités qui s'agglutinent là et qui sont en effet exaspérantes, mais plutôt, c'est-à-dire que l'analyse de ce qu'il appelle cette langue de caoutchouc, qui reprend à Kasseriadis, lui permet d'éviter le réel problème de la planète en danger,
Et d'ailleurs, je me rappelle d'une émission où Finkielkraut l'a interrogé là-dessus, parce que Caillé, lui, disait à côté qu'il y a quand même un vrai problème. Et aucune réponse n'était donnée par le GOF à cela. Il y avait simplement un retour à nouveau là à la formulation des dégâts de la déception par rapport au progrès, sur un mode même 19e en fait. Il revenait aux formulations du 19e siècle en disant que celles d'aujourd'hui, on ne pouvait pas y adhérer. Donc aucune prise en compte en fait de la dimension globale en fait en effet des problèmes réels posés par évidemment l'écologie, mais aussi toute la mondialisation. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qu'il refuse en fait d'affronter, puisqu'il dit que ce sont des arguments de type culturel, intellectuel et politique uniquement, et non pas économique, qui doivent nous aider à répondre à toute cette crise. Et je pense qu'il n'y arrive pas du tout. À mon avis, on n'est pas du tout dans la résolution d'un malaise, mais plutôt ça ajoute de la confusion pour moi à ce qu'il appelle la mélasse théorique. Moi, je vois une autre mélasse là. D'écoute flottante. De sa manière, on peut dire que malaise dans la démocratie n'est pas malaise dans la civilisation. C'est pas le même niveau. Il le cite, si mon souvenir est bon. Bien sûr. Le titre est un clin d'œil. Mais bon, il n'est pas à la hauteur. Mais c'est un sociologue, je me trouve sévère, c'est un sociologue des représentations. C'est un sociologue qui travaille sur les représentations. Justement, le chapitre sur la culture, c'est absolument terrible. Dont il parle d'Artaud, dont il parle de situationnisme, de Van Hegem, c'est absolument catastrophique. Enfin, je suis d'accord avec vous, c'est un livre expédié. Mais je suis d'accord aussi avec Laurent. Non, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec Emmanuel pour dire que sur sa propre vague. C'est pas le meilleur livre de Le Goff parce qu'il a voulu tout embrasser, tous ces thèmes. Il a voulu et voilà, qui trop embrasse mal étreint. Voilà, donc c'est sûr. Mais cela dit, il a une vision de la société qui n'est pas totalement fausse non plus. Bon, Le Goff, Jean-Pierre, malaise dans la démocratie. Bof. On passe à notre dernier livre, qui à mon avis est peut-être celui qui risque de vous opposer peut-être le plus. Chantal Mouffe, L'illusion du consensus. Chantal Mouffe, pour la présenter rapidement, c'est une philosophe belge qui a écrit beaucoup avec Ernesto Laclos sur notamment la question du populisme, etc., qui réfléchit beaucoup à la démocratie. Est-ce qu'elle défend ce qu'elle appelle un agonisme démocratique, c'est-à-dire l'idée qu'en gros, une démocratie, contrairement à, disons, au refrain habituel de la vision post-politique que défendent des gens comme Habermas, Ulrich Beck, Anthony Giddens, qui défendent l'idée que justement une démocratie vivante doit précisément créer du consensus au-delà des clivages. Elle défend contre l'idée inverse, c'est qu'il faut creuser l'antagonisme, en tout cas le transformer à ce qu'elle appelle en agonisme, en gros faire de son ennemi un adversaire. C'est intéressant, je trouve que le livre sort en ce moment-là, parce qu'au moment où on entend à droite à gauche des politiques qui revendiquent l'idée même qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche, on peut penser à Emmanuel Macron, mais même Nathalie Kosciusko-Morizet, qui revendique un peu ce flou comme ça idéologique, comme si finalement cette frontière-là n'existait plus. Elle dit exactement l'inverse, qu'il faut creuser complètement ce clivage. Est-ce que ça vous semble crédible? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous semble une piste politique intéressante, sachant que, je ne l'ai pas dit aussi, mais Chantal Mouffe a été quand même une inspiratrice de Podemos. Elle est quand même très liée quand même à la scène d'extrême gauche européenne. Elle est très évidemment derrière Nuit debout, etc. Mais en même temps, elle critique. Elle n'est pas comme ça. Et elle critique Tony Negri, etc. Donc elle est elle-même souvent. Dans ce livre, c'est un livre qui date de 10 ans. Donc, mais elle a critiqué Nuit debout là, dans la présentation de son livre dans les médias, puisqu'elle dit justement il n'y a pas de verticalité. Il n'y a pas de politisation. C'est ça. Voilà. Pas de institutionnel. Voilà. Donc une impasse. Une impasse. Ça c'est le débat du moment. La politique ne peut pas être à plat, horizontal. On va y revenir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle critique énormément Tony Negri dans son livre aussi. Bien sûr. C'est un livre symptôme. Pour moi, c'est vraiment un livre symptôme. D'abord, effectivement, Chantal Mouffe, on l'a vu surgir dans les pages des Inrocks, dans les pages du Monde, du Nouvel Obs, etc. Là, il y a quelques semaines. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'écho. Disons que l'illusion du consensus, déjà, c'est un texte vieux de 10 ans. Ouais.
Hein, là, on ne l'a pas vu. Et deuxièmement, il y a quelque chose de très intéressant dans ce livre, c'est qu'il est appuyé sur le travail, la figure de Carl Schmitt. Alors, vous me parlez d'un côté d'une philosophe d'extrême gauche. Ça m'explique. Oui, mais moi, je trouve ça très intéressant parce que je dis que c'est un livre... Carl Schmitt, expliquez peut-être pour les spectateurs. Alors, Carl Schmitt, c'est un philosophe allemand qui a été longtemps, qui l'est encore d'ailleurs... mis au purgatoire parce que il a chuchoté à l'oreille du régime hitlérien pour dire les choses. Mais elle le tire vers sa propre... Alors voilà, il y a quelque chose que j'ai adoré dans ce livre. Donc si on se met dans le contexte de 2005, pas de 2015, on a donc quelqu'un qui se réfère à Carl Schmitt pour expliquer pour faire une critique profonde du néolibéralisme en fait. En substance, elle dit, moi je m'appuie sur Carl Schmitt parce que il n'y a rien de tel qu'un penseur conservateur ou réactionnaire pour déranger et me bousculer dans ses affirmations, c'est ce qu'elle écrit. Ouais, première bien chose. sûr. Non, mais donc déjà, je je trouve ça étonnant. Deuxièmement, ce livre, donc, je ne sais pas du tout quelle a été sa réception il y a 10 ans. En tout cas, ici, je crois elle est quand même largement inconnue. Elle n'est pas très connue en France, parce qu'elle a été assez peu traduite en réalité. Les Beaux-Arts éditions écrites l'année dernière. Vous parlez de son concept d'agonistique. Ce que je vois, c'est que le texte a été édité ici à Paris seulement en 2014 et encore chez un éditeur que j'aime beaucoup, mais qui est extrêmement confidentiel et qui s'appelle Beaux-Arts de Paris. Ouais. Donc, il faut bien voir quand même que son travail était largement inconnu ici en France. Mais il n'est pas trop tard pour le découvrir. Absolument, c'est ça qui est génial. Et deuxième livre est beaucoup plus philosophique. Deuxième chose, c'est un livre symptôme parce qu'effectivement, l'agonistique nous renvoie, à mon avis, à notre miroir français actuel. Qu'est-ce qu'un débat? Comment on débat? On voit bien ce qui se passe avec Place de la République, Nuit debout. On peut se moquer du mouvement lui-même très bobo, très dans l'entre-soi, etc. Mais il nous renvoie tous, collectivement, je pense, à comment on débat en France et comment, justement, on passe de l'antagonisme à l'agonistique. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur du pugilat. C'est ce que nous dit Chantal Mouffe. Il ne faut pas avoir peur du pugilat en démocratie. Il ne faut pas chercher le consensus à tout bout de champ. Il faut pas. Alors, il y a des mots qui flottent dans l'air comme bisounours, etc. Mais c'est un peu ça, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit il y a des enjeux. On est à droite, on est à gauche. Il n'y a pas à chercher le bien, il n'y a pas à chercher le mal. Il n'y a pas à faire des blacklists comme on a l'habitude en France en disant celui-ci est un facho et celui-ci est un bobo. Bref. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est effectivement, je pense, d'abord il est très bien écrit, je trouve qu'il est très bien écrit, je trouve qu'il est clair dans ce qu'il dit et dans ce qu'il défend. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais encore une fois, le fait qu'il soit publié en 2015 dans la situation française, je trouve, est assez passionnant, quoi, parce qu'il est polysémique, ce livre. Il dit beaucoup de choses. On peut prendre à bras le corps, en tout cas, cette conception, s'en moquer, la déglinguer, mais en même temps, elle nous dit quelque chose de profond. Peut-être qu'on va se fâcher. Laurent, est-ce que la dimension conflictuelle de la vie sociale, Alors, il y a plusieurs choses, parce que c'est Chantal Mouffe, qui n'est pas très connue en France, mais qui a été, pourtant, elle a été professeure au Collège international de philosophie dans les années 90. Elle a eu, avec le développement de cette idée de démocratie agonistique, qu'elle a développée il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, même plus que ça, elle a eu beaucoup de succès dans la philosophie politique anglo-saxonne, dans les années 80-90, en particulier évidemment après la chute du mur de Berlin, puisque il y avait cette idée, on se rappelle Francis Fukuyama à la fin de l'histoire, on va tous vers la démocratie libérale et l'économie de marché régulée, etc. Bon. Et il y avait une sorte de consensus, justement, ces idées sur une démocratie radicalisée et la radicalisation de la démocratie contre précisément Rawls, contre Habermas, etc., était bien connue, valorisée à l'époque.
après, il y a sa rencontre avec Ernesto Laclau, qui était aussi son compagnon, qui est la rencontre sur... elle vient plutôt de la philosophie de Wittgenstein, etc., qui est la rencontre avec le post-marxisme, d'héritage gramscien, des années de ce qu'on appelle, au sens là, non péjoratif, du gauchisme, donc à la fois critique du libéralisme, du capitalisme bien évidemment, mais critique aussi du communisme et du marxisme officiel, lourd. Donc ça, c'est très important. Or, cette rencontre va les conduire à écrire ce qui est sans doute le livre le plus important des deux, le livre sur l'hégémonie et la stratégie socialiste. Qui est vraiment un très très grand livre sur la politique, et qui là présente une thèse qui est présente dans ce livre, qui n'est pas le meilleur, et c'est pour ça, là je dirais un mot sur le livre, et pourquoi publier 10 ans après ce texte, c'est un opportunisme d'édition, faire de Chantal Mouffe l'inspiratrice avec Ernesto Laclau de Podemos, etc., c'est un peu abusif, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, l'idée qui est quand même très, très intéressante, c'est que l'antagonisme, ce n'est plus la lutte des classes, ce n'est plus un antagonisme de classe sociale, d'un rapport de force, d'un rapport de classe qui doit déboucher sur un processus révolutionnaire et l'avènement d'une société nouvelle. C'est à l'intérieur du capitalisme, à l'intérieur du système actuel, l'antagonisation et la démultiplication des sujets de polémique, des sujets d'affrontement, du polémos au sens grec profond, c'est-à-dire d'affrontement dans la démocratie actuelle, des outils de la démocratie dont on connaît aussi bien les limites, démocratie représentative, etc., démocratie directe, etc., de tous ces outils pour qu'on puisse faire avancer précisément pour la gauche les droits des travailleurs dont on parlait tout à l'heure pour Ashkenazi, etc. Donc dans une perspective d'émancipation, et qui passe aussi par la culture. On est chez Gramsci, dans le concept d'hégémonie, etc. Alors le problème philosophique que ça pose, c'est le problème par rapport évidemment à l'origine schmittienne des idées de Chantal Mouffe. Schmitt, c'est celui qui définit la politique comme l'affrontement entre l'ami et l'ennemi. C'est-à-dire entre un eux radical et un nous radical qui n'ont rien en commun et qui ne peuvent jamais s'entendre. Il n'y a pas de paix possible. La paix n'existe pas. La paix n'est pas un état politique. C'est contre Kant, contre etc. Donc, le problème principal qu'on peut poser à Chantal Mouffe, quand même, c'est, et c'est ce que son livre dit et ne dit pas en même temps, c'est le problème philosophique fondamental moi, que j'ai avec tout ce courant, c'est comment assumer dans la démocratie institutionnelle, la démocratie représentative, elle le dit, dans la démocratie, il faut accepter la vie politique, les partis avec aussi leur part de médiocrité, etc. Comment assumer jusqu'au bout l'antagonisme? C'est-à-dire jusqu'où peut aller la radicalité en politique? Ça pose la question de la violence en politique. Oui, bien sûr, mais ce qui est bien, c'est que la dialectique ami-ennemi, il faut l'établir différemment. L'adversaire, on passe à l'adversaire. Exactement. Mais bien sûr, parce que... Donc, il y a une critique de la violence quand même dans son livre. Le problème, il y a une critique de la violence quand même. Alors voilà, exactement. Mais alors voilà, chez Schmitt, de l'hostilité absolue. Chez Schmitt, ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ennemi est on veut le détruire. Le but de la politique, c'est de détruire l'ennemi. C'est ça la politique. Si on prend l'antagonisme et l'idée même d'agonistique qui vient de l'antagonisme en disant l'ennemi est radicalisé dans sa fonction d'altérité, etc., si on ne veut pas le détruire, il y a un moment donné, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose de commun. Donc il y a forcément un moment dans la fondation de l'ordre politique, si l'on peut dire, plutôt que dans sa vie courante, il y a un moment où on s'accorde sur des valeurs communes. Or, qu'est-ce que c'est, puisque ça ne peut pas être, elle en fait la critique du libéralisme, ça ne peut pas être l'individu libéral, ça ne peut pas être la version homo economicus de l'individu libéral, etc. Et que ce n'est pas non plus la version marxiste, c'est-à-dire le renversement complet de l'individu libéral, de l'homo economicus qui devient l'homme de l'émancipation, le travailleur, le prolétaire, etc. Donc si ce n'est pas le libéralisme, si ce n'est pas le marxisme, si on n'est pas dans un paradigme historique de ce type, qu'est-ce que ça peut être que finalement cette démocratie, cette politique commune, elle ne veut pas retourner à la cité antique, elle n'est pas, évidemment dans cette optique-là. Qu'est-ce que ça peut être que cette politique commune? Qu'est-ce que ça peut être que ce commun dans lequel on va sans arrêt s'affronter? Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre
qui va bien au-delà du paradoxe, même qui est, à mon avis, une aporie, une impasse. C'est un vrai problème, en ouais. effet, cette question de la Catherine. normativité, en fait. Elle parle d'un cadre éthico-politique. Il faudrait sortir de la morale et passer à l'éthico-politique. Et c'est vrai que là, il y a une fragilité de sa pensée elle ne dit pas aussi au plan philosophique. Jamais. En fait, elle dit que ça repose sur deux valeurs essentiellement, égalité et liberté. Et que s'il doit y avoir un cadre consensuel, ça doit être celui-là. Que c'est à l'intérieur de ce cadre que la conflictualité doit se déployer. Mais c'est en effet assez faible comme manière de fonder. Elle n'est pas non plus, pardon, mais elle n'est pas non plus républicaine, c'est-à-dire au sens traditionnel il faut revitaliser la démocratie. De la théorie républicaine. Elle refuse absolument le républicanisme. Par exemple, elle a fait là, dans ses interviews récentes une critique absolument radicale de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il dit oui, le républicanisme, l'État républicain, la nation, etc. C'est pas du tout son cadre. Le cadre commun ne se définit pas par une appartenance quelconque qui serait inscrite dans une histoire, etc. Il est toujours déjà défini comme une espèce de cadre qui est là pour que l'affrontement s'y déroule. Mais on ne voit pas d'où elle... Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a une dimension anthropologique de sa pensée politique. Donc c'est ce qu'elle dit. Elle va chercher et psychanalytique aussi, puisqu'elle va chercher Freud, Lacan, relu par Zizek. Elle va aussi chercher Elias Canetti de Masse et Puissance, qui parle de la volonté du vote parlementaire comme du vestige de l'affrontement sanglant, mais qui ainsi évite la mort. Il y a tout, et puis bien sûr ce Carl Schmitt qu'elle utilise contre Carl Schmitt, comme elle dit, en effet, il n'aurait pas beaucoup aimé ça, servir à revitaliser la démocratie. Mais la grande difficulté, je pense aussi, c'est qu'il y a donc du coup une espèce de fonctionnalité de l'autre. Il faut absolument qu'il y ait un extérieur exclu. Et ça pose donc le problème de la fonctionnalité de l'injustice. Donc il faudrait qu'il y ait toujours injustice pour qu'il y ait de toute façon un nous et un eux, sachant que le eux ne doit jamais être l'étranger, mais ici en l'occurrence, eh bien, le puissant, le grand, donc aujourd'hui les multinationales. Et donc, mais si c'était autre chose que les multinationales, qu'est-ce que ce serait? Il faudrait qu'il y ait de toute façon cet antagonisme quand même, cette paire en fait, ce binarisme. Donc il y a une espèce de fonctionnalité de l'autre. Jean-Laurent, rapidement, parce qu'on arrive bien au terme. Oui, rapidement, moi j'ai découvert Chantal Mouffe il n'y a pas longtemps, je l'admets, et Carl Schmitt dans la foulée. Donc du coup, j'avoue que j'étais impressionné parce qu'une auteure qui commence par se lancer un point Godwin à elle-même dès l'introduction en expliquant qu'elle va prendre le penseur connu pour ses sympathies nazies pour renouveler la gauche radicale, c'est bien joué. Ouais, c'est très clair. Et pas du tout ambigu, moi j'ai failli lâcher l'affaire dès les premières pages et en fait j'ai continué, j'étais surpris parce que ça finit par faire sens. Et alors il y a une critique d'un côté de tout ce qui est, je dirais un peu la pensée molle, quoi. C'est-à-dire Giddens, Beck, c'est qui fait du bien. Une distance aussi critique avec, on a parlé de Négrier et Hart, de la multitude, de toute cette mouvance-là, et du coup, on la présente comme l'inspiratrice de la nouvelle gauche radicale. Moi, je trouve que c'est assez modéré, c'est une gauche peut-être radicale, mais démocratique, de ce que je comprends, en tout cas du bouquin, qui se place dans le cadre du jeu démocratique. Et il y a quelque chose de très intéressant en termes d'analyse politique contemporaine, même si le bouquin est un peu vieux, c'est qu'elle explique très bien que cette importance, ce besoin de recréer un adversaire, a une fonction, c'est-à-dire qu'en voulant faire disparaître l'adversaire, le clivage gauche-droite dans les années 90 avec la fin de l'histoire, etc., on s'est retrouvé avec des partis populistes qui, eux, ont très bien su retrouver un autre type d'adversaire. Et que donc, si on veut faire évacuer le conflit, on prend le risque qu'ils reviennent par la fenêtre. L'argument de Laclos, enfin, c'est l'argument populiste de Laclos. Bon, c'est important qu'elles prennent en charge comme ça les passions. C'est aussi autre chose que la... On voit bien quand même que c'est un livre quand même assez... à conseiller quand même, ça les voilà. Ah oui, donc Vision du consensus de Chantal Mouffe, voilà, donc c'est chez Albin Michel. On arrive à la fin de cette première émission et on a décidé de faire un petit rituel. Là, je vais jouer Jérôme Garcin, comme masque et la plume. Je demande à chacun sur cette table de nous donner son petit coup de cœur. Alors évidemment, là, c'est un livre, donc essentiellement, qu'est-ce qui vous a intéressé, plu ces dernières semaines, Laurent peut-être? Oui, alors moi mon coup de cœur c'est le livre d'Yves Michaud, le philosophe
qui est bien connu pour ses travaux sur l'esthétique. C'est un philosophe de la culture, de l'art, de la culture, qui a également beaucoup travaillé sur la violence, comme on sait, qui est qui a été l'initiateur de l'Université de tous les savoirs, pendant des années, qui a enseigné à l'école des Beaux-Arts. Il a même été directeur de l'école, je pense, à un moment donné. Enfin bref, en tout cas, c'est un philosophe français important, contemporain, qui écrit là, donc chez ses stocks, un petit essai qui s'appelle « Contre la bienveillance », qui est une vision extrêmement, là aussi, c'est un peu dans la ligne pas philosophique et politique de Mouffe, mais c'est l'idée qu'il faut arrêter avec le consensus mou, arrêter justement avec ce qu'il appelle la bienveillance, la bien-pensance. Le Caire, notamment, qu'il déteste. Avec le Caire, qu'il critique, donc il revient sur la réelle politique, il revient sur le populisme, sur le fondamentalisme religieux dans ce livre. C'est fait en plusieurs parties, et où il dit que finalement, il faut arrêter avec cette espèce de remplacement, pour dire les choses simplement, de la politique par la morale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les ordres et surtout éviter, comme on n'a plus rien à dire en politique, de remplacer ce qu'on n'a plus à dire par de la morale, par justement le bien et le mal, c'était dit tout à l'heure, sur tu ne penses pas comme moi, donc tu penses mal, et puisque tu penses mal, évidemment, c'est-à-dire c'est une forme d'agonistique morale, c'est comme tu penses mal, de toute façon, je ne t'écoute pas et je n'ai pas à lire ce que tu écris. Voilà, donc Yves Michaud contre la bienveillance. Encore un outil moderne un peu. Catherine, votre lecture? Alors moi, c'est bon, le coup de cœur n'est pas vraiment le mot qui convient parce que ça s'appelle Les Portes du Néant et c'est écrit par Samar Yazbek, qui est une Syrienne, donc qui est née dans la région de Raqqa, chez Stock. D'accord. Qui est née donc en 1970 et qui est devenue une romancière. Et elle a participé au mouvement de révolution au printemps 2011. Et elle a été tout de suite très inquiétée, surveillée. Elle a dû fuir en juillet à Paris. Elle est revenue à plusieurs reprises parce qu'elle n'arrivait pas à ne pas vivre en Syrie. Enfin, elle voulait, comme elle le dit, ne plus écrire de la fiction, mais témoigner de ce qu'elle voulait voir. Et donc, elle est retournée en 2012, puis à nouveau en 2013, en passant par la Turquie. Et donc, c'est un point de vue extrêmement important de témoin, à mon avis. Bon, Christophe Boltanski, qui fait la préface, exalte beaucoup la dimension littéraire du texte, qui est réelle. Donc, selon lui, c'est proche de Primo Levi, des livres de Hatzfeld sur le Rwanda, de Ritipan sur le Cambodge, etc. Il y a cette dimension-là. Il fait aussi la référence à l'enfer de Dante, puisqu'en effet, il y a quelque chose qu'on dégringole. C'est pas seulement des cercles qu'on explore, mais c'est une pente qu'on dévale véritablement vers le néant. Et c'est un livre assez éprouvant à lire, mais je crois très précieux, parce qu'au-delà de cette dimension littéraire même, c'est quand même un livre écrit pour moi dans l'urgence. Il y a vraiment un témoignage très, très utile parce qu'il nous permet de voir, à cause de ces séjours successifs, l'évolution d'une population, puisqu'elle est allée beaucoup interroger les gens de l'armée syrienne libre. Donc elle a été proche des activistes et elle a vu l'évolution de certains vers l'islamisme, mais aussi l'apparition d'autres islamistes, donc avec Daesh, l'apparition d'autre chose, de ce qu'elle appelle un monstre qui a bien arrangé, dit-elle à la fin, à la communauté internationale. Elle dit qu'au fond, ce qui se passe en Syrie est absolument... et est une manière pour la communauté internationale de ne pas... Vous me rappelez le titre? Les Portes du Néant, chez Stock. de Samar Laurent, Yazbek. rapidement. Oui, je vais revenir au problème de Richt, sans transition. Le syndrome du bien-être, Carl Cederstrom, André Spicer, édition L'Échappée, qui est donc une enquête sur la nouvelle obsession du bien-être. Donc le bien-être, c'est ni tout à fait le bonheur, ni tout à fait la santé, c'est le croisement entre les deux. Donc il faut être à la fois en bonne santé et épanoui, heureux et faire 3 marathons par semaine. Donc c'est un essai critique sur l'explosion de ce mouvement, de ce nouveau mouvement de développement personnel, qui a ses prolongements technologiques sur Internet avec le quantified self, l'obsession de la mesure de soi. Et pour le résumer très rapidement, leur critique porte sur la raison pour laquelle on s'est retourné sur nous-mêmes et sur notre intérieur, faute de pouvoir changer le monde. Alors on ne fait plus la cuisine, on se refait nous-mêmes à l'intérieur. On en revient toujours à ça. Ok, super. Et Emmanuel, pour finir? Bien, moi j'avais... La légèreté, magnifique. Entre la légèreté, c'est bien. La gaufre, capitalisme, histoire d'une révolution permanente aux éditions Piranha, qui est absolument génial. Je vous le dis tout de suite, ça montre la force culturelle d'une presque religion, j'allais dire, mais surtout, la légèreté de Catherine Meurice, édition d'Argo. Alors Catherine est une survivante de Charlie Hebdo.
Son collègue de bureau survivant, Luz, avait sorti Catharsis, où on voyait sa colère reprendre le dessus. Avec Catherine Meurice, c'est autre chose, c'est la légèreté, en plus un titre très kundérien, Kundera. Voilà, c'est la culture, c'est les idées, c'est la littérature qui reprend le dessus petit à petit, et c'est formidable. Tout ce qu'on aime. Ouais. Je crois que c'est très très beau livre. Parfait. Moi, j'ai un petit livre aussi, je vous recommande, que j'aime beaucoup. C'est le livre de Tristan Garcia qui s'appelle La vie intense, qui est une réflexion sur le concept d'intensité comme un concept de la modernité qui, du libertin du 18e au poète romantique du 9e jusqu'à l'adolescent rocker du 20e, a besoin d'électriser sa vie. Et il réfléchit à ce besoin, cette pulsion et surtout comment cette intensité est une impasse. C'est vraiment un livre magnifique. Tristan Garcia, l'intensité, c'est chez, je ne sais plus chez qui, chez Autrement. Voilà. On est arrivé au terme de cette rencontre. Merci beaucoup. Donc, on est censé se retrouver normalement dans un mois pour parler à nouveau des livres, parce qu'on sait qu'il n'y a que ça qui finalement nous sauve du désespoir. On a besoin de livres pour comprendre le monde dans lequel on est. Et merci beaucoup à vous. Et donc, à bientôt. Et merci à tous les quatre pour ce premier numéro de Dispute. Merci, à bientôt. Et là, on attend la musique. Boum.